Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, alerte rouge sur la dette. Elle est sur toutes les lèvres depuis le début du débat budgétaire dans l'hémicycle. L'endettement de la France depuis le début de la crise a pris des proportions gigantesques. Faut-il s'en inquiéter? A-t-on changé de paradigme économique? Et qui va vraiment payer la facture? Question au cœur de notre grand débat ce soir. Et qui mieux que lui pouvait répondre à ces questions? Il est sans doute le journaliste économique le plus redouté des politiques. Combien de fois les a-t-il mis face à leurs contradictions avec ses graphiques? Il publie Quoi qu'il en coûte chez Albin Michel, une plongée passionnante et un peu effrayante dans le monde post-Covid. François Langlais est notre grand témoin ce soir. Sans oublier bien sûr le bloc-notes du vendredi avec tous nos chroniqueurs, François Durper pour la campagne américaine, également l'Europe avec Alex Taylor et Camille Saferis, son apéro avec un député. À la fin de cette émission, voilà pour le programme, vous savez tout de suite, le grand débat. Bonsoir François Langlais. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci les Français vous connaissent bien. On ne vous présente plus grand pédagogue de l'économie que vous décryptez depuis des années. Aujourd'hui, le matin sur RTL, le soir sur TF1 ou sur les plateaux d'LCI. Et vous publiez Quoi qu'il en coûte chez Fayard. On va y revenir. Chez Albin Michel. Chez Albin Michel. C'est un autre économiste qui arrive après vous, qui est publié chez Fayard. Thomas Porcher qui va nous rejoindre dans un instant. Quoi qu'il en coûte, comment l'épidémie a accéléré le temps dans tous les domaines d'ailleurs, pas qu'économique, ça parle aussi de politique et de géopolitique, on en parlera tout à l'heure. Mais le sujet d'actu qui nous intéresse ce soir, qui est au cœur du débat budgétaire, madame, monsieur le député, c'est la dette. Elle est aussi au cœur de votre livre, c'est pourquoi on va en débattre tout de suite avec vous, Émilie Cariou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes députée EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité de la Meuse, membre de la Commission des Finances. Bonsoir Alexandre Holroyd. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes député La République En Marche des Français du Royaume-Uni, également membre de cette Commission des Finances. Je le disais, Thomas Porcher, économiste, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Bonsoir à tous Blakowski, d'ailleurs. qui m'accompagne, comme chaque soir, et qui ouvre ce débat avec son édito, son billet, si j'ai bien compris. Ah, édito ou billet, je comprends pas exactement. Allez, l'édito de Blacko, c'est maintenant. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane. Ah bah, si j'ai bien compris, Myriam, la nouvelle devise du président Macron, c'est « Après moi, le déluge ». Parce qu'en effet, pour faire face à la crise du Covid, le gouvernement a décidé de dépenser sans compter, quitte à faire exploser l'endettement du pays. Il y avait Charles de Courson qui était là à votre place hier soir qui disait « Moi, le budget, avant, j'avais plein de remarques à faire. Maintenant, c'est open bar. Un ministre qui demande des millions, il les obtient immédiatement. » Alors, c'est d'autant plus surprenant, cette attitude open bar au budget, que le président Macron, il n'y a pas si longtemps, faisait la leçon aux Français pour leur expliquer que quand même, ça fait 40 ans que la France n'a pas rendu un budget sans déficit, et puis que c'était irresponsable vis-à-vis de nos enfants, parce que c'est un sale tour à leur jouer, c'est eux qui vont devoir rembourser. On l'écoute, 2018, CHU de Rouen, la fameuse phrase. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regarde, mais oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Ouais, c'est la pépite retrouvée ce soir par vous, Stéphane. Phrase. Mais on voit que son explication derrière, effectivement, consiste à dire attention à nos enfants. La crise du Covid a-t-elle changé la donne ? Oui, évidemment, parce qu'il se trouve que Bruno Le Maire, qui est donc notre ministre de l'économie, a trouvé la formule magique pour créer cet argent magique. C'est abracadabri, abracadabra. Veux-tu de l'argent en voilà. En fait, le secret, c'est que les taux d'intérêt pour l'instant sont extrêmement bas, donc on peut emprunter sans trop s'en soucier. Mais si on emprunte des centaines de milliards d'euros, il faudra bien les rembourser. Ah bah oui, ça oui, Myriam, il faudra les rembourser. À moins de déposer le bilan ou de faire faillite, comme vont devoir le faire les restaurateurs, les tenanciers de bar, ceux qui ont une boîte de nuit, ou ceux qui ont des théâtres. Ça oui, si vous déposez le bilan, forcément la dette est annulée. Mais bon, pour l'instant, pour la France, on n'en est pas là. Donc ce que disait le président Macron, c'était surtout que ça serait quand même dégueulasse de plomber la vie de nos enfants en les condamnant à rembourser de l'argent qu'on a emprunté pour notre propre confort. Donc du coup, on se dit, bah oui, si c'est pas correct, ce qui serait logique, c'est qu'on augmente les impôts, de manière à ce que, au moins, on augmente les recettes de l'État et qu'on puisse commencer dès maintenant à rembourser un peu cet endettement qui s'accumule. Voyez, ça, c'est non. Même si ce serait logique, c'est pas du tout ce qu'a prévu Bruno Le Maire.
Je maintiens qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts d'ici la fin du quinquennat. Ce serait une très mauvaise stratégie pour la France. Notre stratégie est simple. Nous relançons l'activité économique, nous recréons de la croissance et de la prospérité pour les Français et nous rembourserons la dette le moment venu, quand nous aurons retrouvé cette croissance. Alors l'année prochaine, les prévisions estiment à 8% la croissance. Est-ce que c'est plutôt pas mal? C'est bon signe. Mais c'est un rebond de croissance, mais ça ne suffira pas d'une seule année de croissance. En fait, pour éponger cet endettement, il faudrait qu'il y ait une croissance continue à peu près jusqu'en 2040. Donc si on prend les 10 dernières années qui viennent de s'écouler, il y a eu quoi? La crise des subprimes, la crise de l'euro, la crise du Covid. Donc on a eu 3 crises majeures en 10 ans. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y aura plus aucune crise majeure jusqu'en 2040? Peu probable, effectivement. Ouais, donc comme vous dites, Myriam, donc cette décision de s'endetter sans trop se soucier de savoir comment on pourra rembourser, ça revient à prendre le risque. Pas la certitude, mais le risque de sacrifier la vie de nos enfants. Donc ce qu'on va leur laisser, c'est donc bien sûr cette crise climatique dont ils vont pouvoir hériter. On va vraisemblablement y ajouter une crise économique. Et puis au lieu d'en avoir honte, ce qui serait après tout une réaction un peu adaptée à cette situation, au contraire, on leur reproche d'être les responsables de tous nos malheurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse une du Parisien mi-août. Le père est jeune. Bien sûr, le Covid, c'est la faute des jeunes. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les enferme maintenant à 21h, de manière à ce qu'ils évitent de propager le virus. L'autre jeune, comme on disait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, au début de ma chronique, ou mon édito, je ne sais plus exactement. Ça ressemble à un édito, plutôt. Allez-y, terminez. Je disais que la nouvelle devise de Macron, c'était « Après moi, le déluge ». Mais vous savez que ce n'est pas le seul chef d'État qui a employé cette devise. Le précédent, c'était Louis XV, qui disait « Après moi, le déluge ». Et de fait, après Louis XV, vous savez qu'on a eu Louis XVI et donc la Révolution. Donc, ma question, c'est à quand la prochaine révolution? Oula, merci Stéphane. Petite réaction avant d'entrer dans le fond du sujet, François Lenglet. C'est intéressant parce que vous estimez aussi dans votre livre que toute cette accumulation de dettes et de dépenses, de déficits va mal finir. Oui, c'est-à-dire ce qui est spectaculaire, c'est le changement de climat que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'auparavant, les ministres se battaient pour récupérer 50 millions. Et qu'aujourd'hui, les 2 mots du ministre de l'économie, il n'y en a que 2, c'est oui et combien. Et qu'effectivement, on a rajouté 2 zéros à tous les ordres de grandeur. J'ai fait le calcul hier, je crois que sur la seule année 2020, la France va dépenser pour lutter contre l'épidémie entre 200 et 300 milliards d'euros. Ça représente 3 années de recettes de l'impôt sur le revenu. Donc des dépenses sèches, pas des dépenses qui vont revenir sous la forme. C'est pas de l'investissement, c'est pas des choses qui vont. C'est des aides pour les entreprises, pour les ménages, pour 200 à 300 pour capitaliser les Air France et les SNCF, etc. Et le chômage partiel, tout ça a une utilité. Alors, pouvait-on faire autrement? Probablement pas. Et pour le coup, ce livre n'est pas écrit pour dire il fallait pas faire ça. Mais il est écrit pour dire, contrairement à ce que certains disent, ça n'est pas complètement indolore. C'est-à-dire, il y a un jour où cette dette se rappellera probablement à notre souvenir, et il y a toute chance pour que ça soit d'une façon qui ne nous plaira pas. Alors la question, c'est quand? Bienvenue sur ce plateau, Thomas Porchet. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés et auteur du livre Les délaissés chez Fayard. Vous partagez avec nous la réflexion de François Lenglet. Vous disiez, attention, un jour, il va falloir se poser la question du remboursement. Pour le moment, ça n'est pas du tout le son de cloche. Et je voudrais vous faire entendre la nouvelle patronne du FMI, avant de rentrer sur la dette de la France. Nouvelle patronne du FMI qui a un seul mot d'ordre, dépenser, dépenser, dépenser. S'il vous plaît, dépensez, dépensez autant que vous pouvez. Mais gardez les factures et rappelez-vous qu'on ne pourra pas faire ça indéfiniment. Voilà, Alexandre Holroyd, on est dans une révolution complète de tout ce qu'on nous a dit avant à cause de la crise sanitaire. Est-ce que cette demande, au fond, aux États de dépenser pour investir, pour relancer l'économie, c'est un changement de paradigme économique durable, à votre avis ? Je vais vous dire, je ne partage pas tout à fait le constat qui a été fait précédemment. Je ne pense pas que c'est un changement fondamental de notre paradigme économique. Quel était le discours avant la crise? C'est que quand les choses vont plutôt bien, il faut accumuler du capital pour le dépenser quand les choses vont plutôt mal. Moi, je trouve ça remarquable à quel point on a l'impression dans des discours que l'endettement et les prélèvements obligatoires n'ont aucun impact l'un sur l'autre. Moi, vous m'avez dit que j'étais député du Royaume-Uni. La réalité, c'est que je suis député des pays d'Europe du Nord.
donc aussi de tous les pays scandinaves. Tous des pays plus ou moins à impôts plus élevés, à prélèvements obligatoires plutôt élevés. Ils ont tous un endettement qui est moindre que le nôtre, alors qu'ils ont eu des prélèvements obligatoires assez élevés. La logique de l'éditorial qu'on a entendu avant, c'est-à-dire que ça serait que le pays qui prélève le plus aurait la dette la plus basse. Or, ce n'est pas le cas dans le monde. C'est parfaitement faux. Il y a donc une relation entre les deux. On ne peut pas dire que c'est deux choses parfaitement indépendantes. Non, mais on ne change pas de paradigme. Ce que disait Stéphane Blakowski, c'est que les impôts peuvent être un levier pour rembourser la dette. On rentre dans une crise. Donc on dépense de l'argent pour relancer l'économie, comme on l'a fait en 2008 et comme on devrait le faire à chaque crise. Donc c'est temporaire. D'une politique cyclique et contracyclique. Juste sur l'analyse du climat. Juste rajouter une chose. La réalité qu'on a aujourd'hui, c'est que les pays qui ont eu cette rigueur plus grande dans les années 90 et 2000 sont dans une meilleure position que nous pour relancer l'économie parce qu'ils ont eu cette discipline que l'on n'a pas eue. On a pris 30 points de dette. Donc on ne jette pas aux orties l'orthodoxie budgétaire. Donc ce n'est pas une question de jeter aux orties, il n'y a pas d'orthodoxie budgétaire. L'idée c'est que quand l'économie se porte bien, on crée des réserves pour faire une politique expansionniste quand l'économie va moins bien. Quand l'économie va bien, on crée des réserves. L'erreur qu'on a faite dans les dernières 30 années ou 40 années, depuis 74, depuis le dernier budget, c'est qu'on n'a pas... C'est qu'on ne s'est pas occupé de la dette avant. Émilie Cariou, juste sur ce changement, en tout cas dans les mots, dans les discours, comment vous l'analysez ? Est-ce que la puissance publique, parce qu'on n'est pas les seuls à s'endetter, c'est toute l'Europe, c'est même le monde entier, redevient au fond le premier acteur de l'économie ? Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le discours qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, d'une part, le ministre de l'économie et des finances, le Premier ministre, nous répète à l'envi, les Français ne paieront pas la dette, ne paieront pas les dettes. Et dans le même temps, en juillet, on nous fait mettre 150 milliards de dettes dans la CADES et on prolonge sine die la CRDS. D'accord. Alors que la CRDS, c'est un impôt. On va sur la question en fait, on a rajouté de la sécurité sociale. Non, il n'y a pas que de la sécurité sociale qu'on a rajouté dans la CADES. On a fait un tour de passe-passe. On a dit clairement, on va faire supporter aux ménages et à tous les revenus, et notamment les revenus les plus modestes, parce que la CRDS, c'est un impôt qui frappe tous les revenus du travail, du capital, mais aussi les indemnités chômage, mais aussi les indemnités de la sécurité sociale et les indemnités maladie. Donc, en fait, déjà, c'est faux. C'est faux. Les Français, là, tous les revenus du travail et du capital, mais aussi du travail, vont rembourser une part de dette. Pour le reste... Donc les Français, déjà, vont mettre la main au porte-monnaie. C'est ce que vous nous dites. C'est écrit dans la loi. On a écrit cet été dans la loi. Évidemment, nous sommes opposés à ça, mais ça a été écrit dans la loi. Sur le climat, sur ce qui est en train de se passer, sur le retour de l'État. Déjà, et puis ensuite, on va avoir un sujet sur notre dette, les niveaux d'endettement précis et les déficits. Monsieur Langlais l'a bien dit, il y a des choses qu'on était bien obligé de payer un certain nombre de prestations. Et heureusement que l'État a été présent pour payer du chômage partiel, pour prendre en charge toutes ces dépenses maladie. On a une explosion des dépenses maladie, on a une baisse des recettes de l'assurance maladie, et on a une crise économique qui a découlé de la crise sanitaire et qui va se décliner en crise sociale, avec une explosion du nombre d'allocataires au RSA. Il faut s'endetter, emprunter pour investir. Oui, mais en revanche... C'est de la bonne dette. Non, mais en revanche, l'État est en train de creuser de la dette de manière indue en baissant certains impôts, notamment les impôts de production. Ce sont des impôts qui pèsent sur les entreprises. Et en faisant ça, on est censé relancer l'économie, faire de la compétitivité. On a démontré par A plus B à longueur de débat que cet impôt était mal ciblé, qu'il allait profiter à des entreprises, notamment de la finance, qui n'en ont pas besoin. Et ce faisant, on est encore en train de recreuser du déficit de l'État. J'entends bien, mais là, vous me donnez aussi votre avis global sur le plan de relance. Moi, j'avais envie de vous entendre après la patronne du FMI, Thomas Porcher. Est-ce qu'on est à un moment charnière ? Est-ce qu'on change finalement de modèle économique ? Puis ensuite, je vous promets qu'on ira sur notre dette à nous. Alors, c'est assez intéressant ce que dit la patronne du FMI. Je suis assez d'accord avec elle. Après, il faut savoir quand est-ce qu'on arrête justement le soutien de l'activité. Parce que là, elle dit, là, il faut y aller, dépenser. Oui, permis de dépenser, mais là, pas... on est tous d'accord, c'est de la politique contracyclique, ça a été dit. Mais après, si on fait ce qu'on a fait en 2011, vous savez, on a eu une impulsion budgétaire à la crise de 2008. Et puis très rapidement, en 2011, on a pratiqué de l'austérité en Europe, ce qui fait que la zone euro a mis 8 ans pour revenir à son niveau de PIB d'avant-crise, quand les États-Unis n'ont mis que 3 ans. D'accord, la France a mis à peu près 8 ans également. Certains pays ne sont toujours pas revenus. Certains pays d'Europe du Sud ne sont toujours pas revenus à leur niveau d'avant-crise en termes de richesse. Je ne parle pas de la crise du Covid, je parle de la crise de 2008. Et là, ils vont se taper la crise du Covid. Donc la réalité, en fait... Moi, je pense qu'il y a une géométrie variable dans l'utilisation de la dette, pour faire peur.
Alors quand il s'agissait de baisser la fiscalité, là c'était on rase gratis, 60 milliards de baisse de fiscalité avec le CICE, l'ISF, j'en passe et des meilleurs, avec les effets que nous connaissons, avec les effets que nous connaissons aujourd'hui. 2 rapports ont montré que l'ISF, ça n'a pas trop relancé l'investissement. Le CICE a créé 100 000 emplois, super, 40 milliards de pertes. Là, la dette n'était pas un problème. Et on l'a vu dans le reportage, quand il fallait donner de l'argent à l'hôpital, là, ça devenait un problème. Il n'y avait pas d'argent magique. Quand il fallait investir dans les services... Non, mais attendez. Et la réalité, avant cette crise du Covid, parlons-en. La réalité, c'est que la dynamique... Je continue sur la dynamique, finalement, d'augmentation des dettes, quand on fait une comparaison. Notre dette, avant la crise du Covid, après la crise de 2008, elle a augmenté moins vite ces 10 dernières années qu'aux États-Unis, en termes de dynamique, qu'au Royaume-Uni et qu'au Japon. Donc dire que la dette française était un gros problème, non, elle augmentait comme dans beaucoup de pays développés. Très bien, mais elle est pareille aux États-Unis. Tout est relatif. Tout est relatif. Absolument. On va regarder ce sujet pour comprendre les 3 clés pour comprendre la dette française. Et je vous redonne la parole juste après. C'est un sujet d'Elsa Mondagava. Une dette, cette dette, la dette, cette dette, cette dette, la dette, la dette, cette dette. La dette, elle est toujours au cœur du budget et cette année encore plus. Mais la dette publique, c'est quoi ? C'est l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par l'État. Et oui, l'État a besoin de financement puisqu'il dépense plus qu'il ne reçoit. L'État n'emprunte pas comme nous, c'est un peu plus compliqué que cela. Il émet des titres détenus par des fonds de pension, des fonds d'assurance ou encore diverses banques. Et cette année, à combien s'élève la dette ? En 2020, elle atteint des records. Elle va s'élever à 117,5% du PIB, plus de 2500 milliards d'euros. En 2019, elle n'atteignait que 98% du PIB. Est-ce que c'est grave ? Pour certains, oui, ça l'est. La dette va devoir se rembourser, soit grâce à la croissance, soit grâce au mécanisme de l'inflation. Sinon, c'est l'épargne des ménages qui est en danger. Pour d'autres, il faut relativiser. La France emprunte à des taux d'intérêt tellement bas que finalement, la dette, ce ne serait pas si grave que ça. François Lenglet, vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut s'en inquiéter, que c'est très préoccupant. Alors qu'on entend d'autres sons de cloche dépenser. Au fond, les taux d'intérêt sont tellement bas que ça ne coûte rien d'emprunter, ou quasiment rien. Et au fond, on peut continuer, on remboursera, on étalera plus tard dans le temps, sur les 50 prochaines années. Oui, alors j'entends bien cet argument des taux, mais il faut avoir présent à l'esprit que tout ça est une situation complètement artificielle qui est liée à l'intervention des banques centrales. S'il n'y avait alors expliquez-nous ça. Les banques centrales, c'est-à-dire les instituts qui créent l'argent, en zone euro, aux États-Unis, au Japon, évidemment aussi en Chine, eh bien, l'État aurait probablement beaucoup plus de difficultés à se financer. Parce que les banques centrales et la Banque centrale européenne rachètent de la dette ? Voilà. Expliquez-nous ça. Elle crée de l'argent sur ses ordinateurs, elle crée des lignes de compte. La seule chose, c'est que, contrairement à moi, qui, si sur mon ordinateur, je dis je n'ai pas sur mon compte 1000, mais 1 milliard, personne ne va me croire. Elle, tout le monde le croit. C'est ça, la monnaie. C'est une foi... Parce que la Banque centrale ne peut pas faire faillite. Parce qu'on a pris l'habitude, dans les 40 dernières années, de considérer qu'elle gérait les choses de façon très crédible et qu'on pouvait avoir confiance. C'est récent, cette crédibilité. C'est quelque chose qu'on a acquis relativement récemment et qu'on est justement en train de consommer. Donc, combien de temps ce système va pouvoir durer ? Parce que, pour reprendre l'historique fait par Thomas, 2008-2009, le secteur privé est considérablement endetté, le secteur financier, qui vient à sa rescousse, les États. Et d'ailleurs, le secteur privé est encore plus endetté aujourd'hui que le secteur public. C'est bien de le rappeler aussi. C'est tout à fait vrai, au moins pour une partie, sur les entreprises, sur les ménages, ça dépend des pays, mais enfin, en tout cas, la dette privée globale est considérable. La dette privée, 2007-2008, menace de faillite, ce sont les États qui arrivent, qui prennent 35 points de dette. Aujourd'hui, on prend la crise du Covid, c'est en gros encore 30 points de dette, une augmentation d'un tiers, mais les États ne peuvent pas la financer sans l'intervention. On va regarder d'ailleurs la courbe de notre dette. Certes, elle augmente fortement là sur les derniers mois, mais elle est en constante augmentation sur les dernières années. On la voit s'afficher. Mais si vous voulez, la suite du film, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où les banques centrales n'inspireront plus cette crédibilité ? Parce qu'on ne peut pas l'exclure. D'abord, il peut arriver 2 choses. En France, nous n'avons pas le contrôle de la Banque centrale. C'est une coopérative internationale. Et elle appartient à l'Allemagne, à 19 pays qui font partie de l'Union monétaire. Donc, contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qui, eux, ont la maîtrise de cet outil, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire qu'il y a dans cette opération, quand même, en germe, un conflit dans la zone euro. Le deuxième élément, c'est quand on regarde l'histoire,
c'est traditionnel que les gouvernements veuillent dépenser plus qu'ils n'ont. C'est la plus vieille histoire du monde. Et tous ont été tentés de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Les souverains rognaient les pièces d'or et, avec la limaille, reconstituaient les écus. Donc, et à chaque fois, on est entré dans le même processus. C'est une dévalorisation de la monnaie, c'est-à-dire une perte de valeur de la monnaie. Alors ça veut dire quoi? C'est de l'inflation? Ça, c'est quoi la dévalorisation de la monnaie? Alors, bien sûr que c'est à quel moment? Essayez d'être un peu pédagogue, parce que moi je comprends, là, quand François Lenglet explique. C'est très intéressant et je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce qui peut se passer quand les banques centrales, finalement... Le rôle d'une banque centrale, c'est de faire ce qu'elle fait. C'est ce que fait la Banque centrale américaine, c'est ce que fait la Banque centrale au Royaume-Uni, c'est ce que fait la Banque centrale européenne. C'est exactement de faire ça, de faire en sorte, justement, qu'on puisse emprunter à des taux d'intérêt très faibles. Donc c'est très bien que la Banque centrale, et c'est très bien qu'on ait mis plus de protection dans la zone euro. Il faudrait en mettre plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un taux d'intérêt unifié dans la zone euro. Ce qui était on a créé la monnaie unique pour qu'on ait le même taux d'intérêt un peu dans la même zone monétaire. Aujourd'hui, la Grèce emprunte à des taux d'intérêt différents que la France et que l'Allemagne. Donc c'est très bien, heureusement que la Banque centrale fait ce travail-là. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Si on était un petit pays, si le Venezuela a cette idée-là, il a voulu le faire, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut arrêter. La zone euro, c'est la première puissance économique. L'Europe, c'est la première puissance économique mondiale. La zone euro, enfin le dollar, c'est pareil. Thomas, vous auriez dit la même chose le Japon, c'est pareil. Vous auriez dit la même chose des États-Unis en 2007-2008. Oui, mais alors, non, mais attendez, j'aimerais faire intervenir aussi nos députés qui sont sur ce plateau. Là, parce que là, j'ai été interpellé. Les États-Unis ont, à un moment, failli avoir ont eu un excédent budgétaire au début des années 2000 qui pouvait rembourser leurs dettes très rapidement. Et ça les a dérangés pour mener leur politique monétaire. C'est là qu'ils ont fait une politique de baisse de fiscalité des très élevés pour retourner en déficit. Donc vous voyez, parfois on peut avoir des excédents budgétaires et ne pas en vouloir. Ils sont mauvais, quoi, pour l'économie. Parce qu'on n'en veut pas pour piloter sa politique monétaire. On va revenir en France. Alexandre Leroy, je vais vous montrer juste une carte des dettes en Europe, une carte comparée. On va la voir s'afficher. On est dans le rouge écarlate, pour reprendre les couleurs un petit peu covidées de la période, avec l'Italie, la Grèce, le Portugal, la France. Et dans les pays qui ont le plus de dettes, plus de 100%, est-ce qu'on est dans une situation par rapport à ces questions d'endettement plus grave que nos voisins européens comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni? Alors d'abord, juste si je ne me trompe pas, à mon avis, ça doit dater de pré-crise, premier trimestre 2020, parce que les chiffres se sont considérablement dégradés un peu partout. Moi, il y a juste 3 choses sur lesquelles je veux revenir. La première, c'est la baisse d'impôts sur certains capitaux qu'on a fait et qu'on a voté ensemble les 2 premières années. Moi, je ne partage pas du tout l'analyse que vous faites de la baisse d'impôts sur les capitaux. Et à nouveau, je me retourne vers les pays de ma circonscription, qui sont les pays les plus redistributeurs de l'Europe. Les pays avec un endettement relativement bas, ils ont des impôts sur le capitaux plus bas que nous. Parlez des pays scandinaves. Quand on vote aujourd'hui la baisse des impôts de production, qu'est-ce que c'est? C'est sur la valeur ajoutée des entreprises. La valeur ajoutée des entreprises, c'est quoi? C'est de l'investissement, c'est du salaire. Donc on aide les entreprises à investir, à faire du salaire. Bon, c'est peut-être indifférent de fond. Il y a une chose que je partage entièrement, c'est de jauge. Il est fait le rapport de l'ISF. Oui, qu'est-ce qu'il dit le rapport de l'ISF? Il dit qu'on rentre dans la norme. Il dit qu'on rentre dans la norme. Ça n'a pas favorisé l'investissement. Ça devait favoriser l'investissement. Il est trop tôt pour conclure. Oui, absolument. Alors on ne va pas refaire le débat tout de suite sur les revenus. Après, on n'est pas obligé de vous suivre dans vos analyses, mais pour autant, il faut reconnaître ce rapport dit on ne sait pas. Ça vous poser une question simple. Vu notre niveau d'endettement... Il y a une question essentielle que vous avez évoquée, c'est la jauge en sortant de crise, qui est très importante, parce que c'est vrai que si on sort trop vite et qu'on repart trop vite dans une politique... moi, je n'appellerais pas ça austéritaire, puisqu'on n'a pas équilibré un budget depuis 2014, mais de rigueur, ça peut avoir des effets désastreux. Donc ça, je suis d'accord, mais la question ne se pose pas aujourd'hui, puisqu'on est au cœur de la crise. Vous êtes d'accord pour éviter le scénario de la Grèce il faut faire une sortie après 2008, pas d'austérité. Il y a un élément différenciant de cette crise, je pense, qui est très important et qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est qu'à la différence de la crise de 2008, où des États étaient beaucoup plus touchés que d'autres États, ce qu'on appelle une crise asymétrique, tout le monde est touché, il y a un différentiel entre États qui crée une énorme pression sur les taux d'intérêt de pays indépendants, de pays Là, tout le monde est touché de la même manière. Dans une certaine mesure, tout le monde est touché. Et du coup, si vous êtes un créancier, pas de la même manière. La solvabilité des États se dégrade en même temps. Non, mais regardez l'Allemagne et l'Italie. L'Italie n'a toujours pas retrouvé son niveau de PIB. En fait, quand on compare sur 20 ans, l'Italie a pris seulement 4 points de PIB. C'est vrai. Donc, la nouveauté, c'est quand même qu'on s'entraide. On s'entraide d'un point de vue de la réponse économique en Europe. Ça, c'est quand même un tournant. La nouveauté, c'est qu'on mutualise la dette. Ce qui est essentiel, c'est qu'on a un instrument. On commence à avoir des instruments budgétaires européens qui ont fait cruellement défaut en 2008 et qui aujourd'hui voient le jour, qui sont pas encore au niveau. Mais le plan de relance européen et l'endettement européen, c'est un premier pas essentiel sur lequel le président de la République s'est battu. Notre question, en fait, c'est est-ce que cette relance va faire revenir une croissance qui, et je pense que vous le souhaitez tous, va permettre de rembourser une partie de cette dette? Est-ce que cette relance, c'est de l'investissement et donc de la croissance à terme ou pas?
Alors en fait, la politique du gouvernement, c'est de tout miser sur la croissance, de dire voilà, on va donner toutes les facilités aux entreprises, on va créer de l'activité économique et ça va nous permettre de rembourser la dette. Le problème, c'est qu'il ne met pas tous les paramètres nécessaires pour créer cette croissance, cette réindustrialisation à laquelle on aspire. Alors que l'Europe, elle fait des choix complètement différents. Vous avez vu que l'Europe, elle crée de l'endettement européen. Elle dit OK, on va vous faire un plan de relance européen, mais on va mettre des outils de financement spécifiques européens, de la fiscalité propre européenne. Donc elle a quand même une vision un peu plus équilibrée des choses. Nous, on dit non, on continue des dépenses, on continue surtout à baisser des prélèvements obligatoires sur, en plus des segments de l'économie qui pourraient justement participer à la solidarité nationale, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on baisse des impôts de production qui sont plus massivement payés par la finance, il n'y a aucune raison de les baisser. Quand nous, on dit, par exemple, sur l'impôt sur la fortune, quand on a supprimé l'impôt sur la fortune, c'était pour en fait, faire en sorte que les investisseurs soient incités à rester en France, à investir. Le problème, c'est que d'avoir sorti de l'impôt sur le patrimoine les liquidités... Mais vous ne croyez pas que c'est symbolique ? Non, mais ça pourrait nous rapporter ça a été, quand même je suis bien d'accord, mais je le signale quand même. Quand on sort de l'impôt sur la fortune, les liquidités, les comptes bancaires et les comptes d'assurance vie, ça ne vous incite pas du tout à investir dans l'entreprise et dans de l'action. Autre sujet. Aujourd'hui, on a baissé la fiscalité du capital en début de mandat. J'en conviens, on l'a voté tous ensemble. On était dans une autre période, on était dans une période de croissance. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a baissé la fiscalité sur les dividendes et les plus-values des particuliers, par exemple. On est plusieurs sur les bancs de l'hémicycle à dire, OK, solidarité nationale, on va réaugmenter le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax, de 3 points, parce que c'est de l'enrichissement, si vous voulez. Il n'y a aucune raison que lorsque des personnes... Ce que vous dites, c'est que cette relance ne va pas forcément permettre de faire revenir la croissance, et en plus, elle est injuste. Elle est injuste, et que je dis que la politique fiscale reste un outil de régulation, et notamment la fiscalité sur la plus-value, la fiscalité sur la question de la justice sociale, elle est centrale, mais j'aimerais aussi que vous essayiez de nous convaincre, puisque vous représentez la majorité sur ce plateau, sur cette relance. En quoi c'est de la bonne dette qui va nous apporter de l'investissement? Est-ce qu'on est sûr que la machine économique va repartir avec cette relance? Parce qu'on entend beaucoup d'économistes nous dire que c'est une relance mal calibrée, qui n'a pas assez... qui n'a pas été construite sur cette deuxième vague. Il faut des aides d'urgence immédiates. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, je veux dire une première chose, parce que je pense que c'est important de le noter, c'est sur la dimension européenne. La politique aujourd'hui que l'Union européenne mène, c'est la politique que la France appelle de ses voeux depuis 2017. C'est la mise en œuvre du discours de la Sorbonne quasiment à la virgule près, avec des questions sur les éléments qui sont mis en place. Mais et elles sont financées par les États. Les ressources propres, c'est un objectif que d'ailleurs on partage, c'est un objectif politique aujourd'hui qui n'est pas une réalité. Alors c'est vrai qu'il y a les droits de douane, mais qui n'est pas une réalité. Donc premièrement, aujourd'hui, la relance européenne, elle est européenne parce que la France l'a portée. Donc il n'y a pas de distinction entre relance européenne, relance française. La relance européenne est un produit de l'engagement de la majorité du gouvernement. La deuxième chose, c'est sur la relance ici, nationale, immédiate. Alors les mesures d'urgence, il y en a eu. Énorme, c'est pour ça. Quand on parle de l'explosion de la dette de 20 points en l'espace d'1 an, c'est parce qu'il y a eu des mesures énormes, le chômage partiel. Une question, l'Allemagne par exemple baisse la TVA pour donner du pouvoir d'achat tout de suite. Et le plan de relance qui arrive et qui a 100 milliards de dépenses, dont 30 milliards par exemple sur la transition écologique qui vont financer des investissements d'avenir, ça va créer de la croissance, mais évidemment. Tout de suite, il n'y a pas un problème de décalage dans le temps, d'effet escompté. C'est pour ça qu'il y a des mesures. On est bien obligé de voter des mesures à la fois pour l'urgence et des mesures pour demain. On est obligé d'articuler les deux. C'est un exercice normal de gouvernance. On est obligé de penser aux deux. Ce ne sont pas forcément les mêmes outils sur les deux. Il y a des bons plans, il y a des bonnes choses dans ce plan de relance. Mais après, il faut quand même dire une chose, c'est que ce qui concerne le soutien aux ménages les plus précaires, c'est 0,8% du plan de relance. C'est-à-dire, c'est le ticket à 1 euro et l'aide à la rentrée scolaire. Il n'y a rien. Il y a le chômage partiel, certes, mais il n'y a rien pour la consommation. Et or, on a vu, beaucoup de gens ont dit du gouvernement que le plan de relance sur la consommation, c'était l'épargne accumulée des Français. Et on a vu que cette épargne, je pense qu'il ne fallait pas une étude pour le voir, hein, mais que c'est les plus riches qui ont épargné. Les 30% des ménages les plus pauvres n'ont quasiment rien épargné, même certains se sont appauvris. Donc vous voyez, si on donnait par exemple un chèque de 1 000 euros aux 30 ménages les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui gagnent en dessous de 1 400 euros, ce serait l'équivalent de la baisse des impôts de production, c'est-à-dire 10 milliards. 10 milliards, et là vous donnez 1 000 euros. Vous vous rendez compte quand même, c'est des gens qui ne partent pas en vacances, etc., qui auraient pu en faire quelque chose. Ils n'auraient pas placé cet argent sur des comptes en Suisse, hein, ils l'auraient directement consommé. On aurait pu les flécher pour que ce soit des consommations, si vous voulez, françaises. Mais on aurait pu faire des choses comme ça pour soutenir le pouvoir d'achat qui n'a pas été fait pour moi dans le plan de relance. Donc c'est pas un plan de relance par l'investissement et par la consommation, c'est plus un plan de compétitivité en réalité.
J'aimerais qu'on revienne, parce que c'est quand même technique, et j'aimerais que ceux qui nous regardent puissent essayer de comprendre quelque chose sur ce qui va payer, ce qui va leur arriver. On se dit, voilà, l'endettement est massif, on a la possibilité de l'étaler dans le temps. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Sur 50 ans, 25 ans, je ne sais pas. Et la question de qui va payer? La hausse d'impôt, c'est exclu. Alors qui? Disons, la hausse d'impôt, elle a déjà eu lieu en partie. C'est vrai que vous l'avez rappelé avec l'extension de la CADES. C'est probablement un ordre de grandeur relativement modeste par rapport à l'ampleur de la dette totale nouvelle qui va être nécessaire pour combattre cette crise. Pour le reste, si on regarde l'histoire, il n'y a pas 50 moyens de régler une dette. Vous avez la croissance. La croissance. Mais la croissance forte. Vous pensez qu'elle va rebondir sur suffisamment de temps? C'est ce que nous, on a fait dans l'après-guerre. Je regardais les statistiques de l'après-guerre, 45, 46, 47, on a 8% de croissance par an. On a une dette considérable, mais on a 8% de croissance. Mais vous y croyez pour les années qui viennent? Absolument pas. Et on avait autre chose qui était très précieux et qui n'existe pas aujourd'hui, c'était 40% d'inflation par an. C'est-à-dire que le PIB, chaque année, augmentait de 8% la croissance et de 40% les prix. En gros, il augmentait de 50% par an. Ça veut dire que votre dette se dévalue de 50%. Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir... Mais qui paye dans ce cas-là? C'est évidemment l'épargnant. Alors justement, l'épargne. Mais juste sur l'inflation, parce que ce n'est pas toujours simple à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'inflation, la hausse des prix, contribue à rembourser la dette? En fait, si vous voulez, l'inflation, c'est le niveau général des prix. Si le niveau général des prix augmente, les salaires et les revenus augmentent aussi. Du coup, la dette que vous avez accumulée auparavant, elle, sa valeur ne bouge pas. Donc son poids relatif est plus faible. Vos possibilités de remboursement augmentent à mesure que les prix augmentent. Si vos revenus augmentent. Et l'inflation, c'est une donne possible aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le souhaiter? Il y a de la bonne inflation pour rembourser la dette? À court terme, mais j'en reviens à mon point. En deux mots, si vous voulez, c'est que il n'y a pas de moyen de détruire la dette accumulée sans détruire en parallèle le capital et les Voilà. Oui, alors c'est toute la thèse de votre livre. En fait, ça c'est important. Je finis juste là-dessus. Je m'explique juste une seconde. Oui, bien sûr. La destruction du capital est le prix pour effacer la dette. C'est ce que vous écrivez. Oui, dette et épargne sont les deux faces de la même monnaie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vous prête, vous avez une dette vis-à-vis de lui. Si on vous libère de cette dette, c'est évidemment lui qui paye. Alors, il y a des mécanismes plus ou moins radicaux pour le faire. Le défaut, c'était le Venezuela. L'inflation, c'était la France d'après-guerre. Ou bien le krach, c'était la menace de 2007-2008. Mais ça revient un peu au même. Dans tous les cas, il s'agit de faire fondre la dette. Et ça n'est pas un... Oui, parce que vous écrivez, attendez, je vous cite, l'issue ne peut être que la ruine, elle sera provoquée par un krach ou par une forte inflation. La ruine de qui? Des épargnants. Enfin, pas, excusez-moi, on n'en est pas là. Enfin, clairement, on n'en est pas là. Là, on devrait, plutôt que de faire des débats comme ça, qui peuvent être intéressants entre nous, mais on devrait se concentrer sur la reprise d'activité. C'est ça la seule chose qui compte aujourd'hui. La dette, c'est un sujet quand même. Hein. Mais non, l'erreur que nous avons fait en 2008, c'est justement de se poser ces questions-là et de faire cette espèce de tournant de la rigueur en 2011 qui a ralenti notre reprise et qui fait que même des zones en France aujourd'hui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. Donc aujourd'hui, il faut soutenir l'activité. Une dette est relative par rapport aux autres pays. Le Covid a touché toute la planète, toutes les dettes ont augmenté très fortement. Ça, c'est une chose qui est très positive. Aujourd'hui, quoi? Les investisseurs, ils vont mettre leur argent dans le privé? La dette privée, la dette du secteur privé est plus élevée, le privé, il s'écroule. Mais c'est pas les investisseurs, Thomas Porcher, qui financent attention. Les épargnants. Oui, mais elle fait son rôle et c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais donc, et la troisième chose, un pays n'est pas un ménage. Moi, en termes de ménage, je suis plus endetté que la France. Mon revenu annuel, par rapport à la dette de mon vieil appartement dans le 13e arrondissement, c'est 650% d'endettement que j'ai par rapport à une année. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si on me compare, moi, qui n'ai pas une espérance de vie de siècle, je vais mourir à 75 ans, moi je suis plus endetté en termes de ménage qu'un pays. Donc un on pays peut ne meurt continuer. C'est pas un sujet. Roule. En fait. Non, mais je pense que c'est sur le plan de relance qu'il faut recalibrer. Alors, allez-y, Émilie Cariou. En fait, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, maintenant, ça ne sert à rien de théoriser l'avenir de cette dette. Ce qu'il faut, c'est faire la relance. C'est quand même peut-être ce qui va attendre nos enfants, c'est pas rien. Mais là, il faut quand même relancer l'économie. D'une manière ou d'une autre, pour mettre tout le monde d'accord, c'est l'économie qui lancera tout ça. Nos enfants ne paieront pas la dette. Or, aujourd'hui...
Ouais, alors ça, c'est la théorie de la dette éternelle. C'est ça, là où la dette qui se paye pas. Mais aujourd'hui, moi, ce que je pense, surtout, si c'est... Alors, vous allez expliquer pourquoi la dette, elle roule. Allez-y, terminez, s'il vous plaît, Madame Cariou. Je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire effectivement accompagner la relance de l'économie. Or, aujourd'hui, ce qui nous manque en France, dans notre plan de relance franco-français, qu'il va falloir qu'on présente d'ailleurs à l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne, pour l'instant, dans notre budget, on a pris en compte des dépenses de l'Union qui ne sont toujours pas actées. Et nous-mêmes, nous n'avons toujours pas présenté notre plan de relance à la Commission européenne. Je le dis pour le poser. Je ferme la parenthèse. Moi, ce que je pense qu'il manque, c'est deux choses. Une aide aux TPE, PME. Il n'y a rien dans le plan de relance à part du prêt garanti d'État. Elles sont déjà surendettées. Elles ne vont pas aller rechercher des prêts. Il manque vraiment un segment d'aide très fort sur les commerçants, les artisans, etc. Donc là, il y a eu des annonces cette semaine, mais pour l'instant, ce n'est pas traduit dans le budget. Et deuxièmement, l'aide aux plus précaires. C'est ce qui vient d'être dit. Allez, sur ces deux points. C'est ce qui, en fait, tout a été misé sur la politique de l'offre. Rien sur la demande, et il fallait beaucoup plus équilibrer. Cette critique-là, on l'entend sur tous les bancs, y compris même sur certains bancs de droite. La droite sociale dit un peu la même chose. Les petites entreprises et la question des plus précaires. Une chose avant, parce que là je pense qu'on se rejoint un petit peu. L'inaction, ça a un prix également. Si on ne faisait rien, la dette augmenterait. Parce que si on ne faisait rien, on planterait l'économie de tout le pays. Donc, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'aujourd'hui, on peut débattre de l'intérêt et de qui va rembourser la dette. On le fait depuis Philippe le Bel. Enfin, je veux dire, le remboursement des dettes des États, c'est vieux comme le monde. Donc, on peut en débattre dans des heures, ou on peut être face au constat qu'on a un pays en crise. Une solution, c'est on s'endette pour relancer l'économie. La deuxième solution, c'est on ne s'endette pas et on creuse la dette également. Donc, je veux dire, il faut être très clair, la dette va être creusée dans les deux circonstances. Donc, nous, on fait le pari, on creuse la dette et qu'on investit massivement dans notre économie pour la relancer, pour la rendre plus compétitive. Et on investit à tous les niveaux, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'orientation vers les grandes entreprises. Je suis aussi pas tout à fait d'accord sur la distinction que vous faites sur les grosses entreprises et les petites entreprises. J'avoue qu'on ne pourrait jamais croire qu'on était dans le même parti et qu'on a été élus par les mêmes électeurs. Vous terminez votre réponse. Mais c'est très important cette question-là, parce que au fond, ce que Mme Cariou dit, c'est qu'il y a les petites entreprises dans notre monde et il y a les grandes entreprises. Elles n'ont rien à voir avec les deux. Quand on relance Airbus, mais on relance tout le tissu de PSE. C'est maintenant la théorie du ruissellement appliquée aux entreprises. Mais c'est pas du ruissellement. C'est pas du ruissellement. C'est le fait que les grandes entreprises ont des filiales. Mais bien sûr. Le débat s'achève. De toute façon, vous en débattez dans l'hémicycle, si je puis dire, quasiment jour et nuit, puisque les députés sont exemptés du couvre-feu nocturne qui commence ce soir à minuit. Merci beaucoup. Vous restez avec nous un instant parce qu'on va parler un petit peu de votre livre. Pas de la dette, ça y est, on en a bien parlé, mais il n'y a pas que ça dans le livre. Et puis on va parler un petit peu de vous tout de suite. Je le disais, vous êtes un des journalistes économiques les plus redoutés des politiques. Alors vous écrivez dans Quoi qu'il en coûte, chez Albin Michel, qu'au fond, cette crise sanitaire est une formidable machine à accélérer le temps. Vraiment, que pour le meilleur ou pas ? Non, pour le meilleur et pour ce qui est moins bon. Aussi. En fait, non, si vous voulez, pour comprendre cette crise, la thèse de ce livre, c'est de dire finalement, elle ne fait jamais qu'accélérer des transformations qui étaient engagées avant. Et le bon cadre, c'est une focale élargie en termes temporels. Le vrai point de départ, c'est la crise de 2007-2008 qui rompt justement un grand cycle libéral qui avait commencé dans les années 60, qui est en train de mourir. Il rompt un cycle libéral, c'est ce que vous écrivez. Bien sûr, bien sûr. Le libéralisme a vécu. Ce cycle libéral s'est épuisé. Il a apporté des dividendes très importants dans les années 80-90, plus d'ailleurs dans les pays émergents que dans les pays dits développés. Mais aujourd'hui, il a pas mal d'inconvénients, notamment dans la distribution. Donc on tourne la page, mais on ne tourne pas la page du capitalisme. Non, je pense et quand on tourne la page, c'est vrai que là aussi l'histoire s'est documentée de façon très abondante, c'est rarement de façon calme. C'est-à-dire que c'est toujours ponctué par des explosions financières, des crises sociales, des confrontations géopolitiques. C'est tout le vieux monde qui craque. Et le virus, de façon assez mystérieuse, a accéléré tout ça. Et l'entrée dans le monde de l'hyperdette, mais c'était le cas avant, on avait besoin de la dette avant. Et finalement, ça aussi, c'est une conséquence du cycle mondialisé et libéral. C'est que finalement, la demande est comprimée et que les revenus se concentrent sur un tout petit nombre de gens qui ne sont plus assez nombreux pour faire tourner la machine, contrairement à ce qui se passait dans les années 50, 60, 70. Et c'est ce monde-là qui est en train de craquer. Alors, vous parlez un peu de la numérisation du monde, on voit bien comment un autre aspect les choses s'accélèrent.
l'air, on a gagné entre 5 et 10 ans sur ces aspects-là, mais il n'y a pas que ça, il y a la consommation qui change, il y a le logement qui change, tout se transforme. Il y a une certaine philosophie de vie aussi qui change, vous l'écrivez. Sans doute, si vous voulez, mais la numérisation, c'est probablement ce qu'il y a de plus important et ça impacte à la fois la consommation, le travail, les modes de vie. Et c'est spectaculaire de voir comment ces techniques ont pénétré le tissu d'entreprise, notamment les petites entreprises qui jusque-là étaient relativement, je dis pas réticentes, mais pour le coup plus prudentes, alors que les grandes boîtes, c'est fait depuis longtemps. Et ça, il y a derrière ça des réserves de productivité qui sont très importantes, qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais qui seront le carburant de la croissance demain, je crois. Bon, on verra ce que ça donne. Le monde d'après, comme on dit, s'il en existe un. Votre portrait, vu par les députés, on est allé leur poser la question, est-ce qu'ils se retrouvent avec vos analyses? Pas toujours. Regardez, c'est signé Elsa Mondagava. 7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Une voix, un visage bien connu des spécialistes du budget. Je connais François Langlais comme tout citoyen français qui regarde un peu sa télévision de temps en temps. Comment voulez-vous ne pas l'écouter, le regarder à certains moments? Il est sur toutes les chaînes. Dans les émissions politiques, ses interventions sont redoutées. Chacun sa stratégie, la flatterie. Monsieur Anglais, d'abord, merci pour le résumé tout à fait honnête et précis que vous avez fait. Vous êtes un spécialiste de ces questions, vous ne me contredirez pas. L'attaque. Il est méchant comme une gale. Non, il n'est pas méchant. Ou encore la mise en cause. J'ai fait l'inventaire de toutes les dépenses nouvelles que vous prévoyez. C'est Noël au mois de mai, quoi. J'adore votre vision comptable. C'est tout ce que je rejette en économie. Et alors, pour nos spécialistes du PLF, François Langlais, avis favorable ou défavorable? Je fais plutôt partie de ceux qui, en général, sont d'accord avec ce qu'il dit. Il le fait surtout chiffre à l'appui. Et il essaie de sourcer toujours ses propos, ce qui, pour une vulgarisation économique, est toujours utile. Je ne sais pas qui est d'accord avec qui. Parfois, il est d'accord avec moi, ou je suis d'accord avec lui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, nos idées souvent se rejoignent. Il aborde des sujets qui sont pas évident du tout, voire même repoussoir pour bon nombre de nos concitoyens, des sujets économiques, des sujets financiers, des sujets fiscaux. Ça ne fait pas rêver à la base. Et donc, mais en revanche, ce sont des sujets qui sont essentiels pour mener nos politiques publiques au quotidien. Donc il fait cet effort de vulgarisation. De ce côté-là, je trouve qu'il le fait bien parce qu'il parle clairement. Après, ça ne veut pas dire que ses propos ne sont pas orientés. Il est dans une lignée, je crois que ça ne lui fera pas plaisir si je lui dis ça, mais que j'estime quand même très libérale et reprenant un peu tous les poncifs sur la dette, etc. En dehors de ça, c'est quelqu'un de très sympathique. Ça vous va? Ça me va très bien. Honnêtement, c'est toujours, disons, c'est jamais facile de se voir vu par les autres, mais au travers de ça, il y a quand même des choses qui passent. C'est vrai, l'appui sur les chiffres, des sujets complexes qu'on essaie de mettre à portée, alors avec un bonheur inégal, et puis le fait d'être sympathique aux yeux d'Éric Coquerel ne m'est pas indifférent. Ils ont un peu peur de vous, là, on revoit les émissions de l'émission politique. C'est vrai, pendant la campagne présidentielle, c'est graphique, vous essayez souvent de mettre les politiques face à leurs contradictions, de démontrer les choses. Comment ça se passe en coulisses? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez, quelques petites anecdotes. Vous savez, en fait, je ne les vois jamais. Je ne les voyais, parce que c'était du temps où j'étais sur France Télévisions que j'intervenais dans les émissions politiques, et je prenais beaucoup de soin à ne pas voir les personnes que j'allais interviewer 15 jours ou 3 semaines avant, de façon à ce qu'il n'y ait pas justement d'interférence. Vous les trouvez bons en économie? Oui. Franchement, bien sûr. on dit souvent que c'est pas le fort de nos politiques. Je pense que c'est une critique tout à fait injuste. Et que, alors après, si vous voulez, l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science molle, super molle. Pourquoi ? Parce qu'elle porte une vision de la distribution des richesses. Et de ce point de vue, alors on peut appeler ça de l'idéologie, c'est vrai que moi je l'ai dit parfois justement dans mes critiques, c'est de l'idéologie. La réalité, c'est que ça porte un projet de société et que tout le monde n'a pas le même. C'est normal, c'est le débat, et nous on est là justement pour pointer un peu les zones de vulnérabilité. Qui sont les meilleurs à votre avis ? Écoutez, ils s'équivalent là-dessus. Honnêtement... on a beaucoup dit que Marine Le Pen, c'était un peu son talon d'Achille, l'économie. Écoutez, vous avez essayé de la débusquer régulièrement sur les plateaux. Mais elle a progressé. Je trouve que sa critique de l'union monétaire... Alors, le problème, c'est que... Elle l'a pour partie abandonnée aujourd'hui, mais contient des points qui sont tout à fait justes.
Et de ce point de vue, c'est pas facile non plus de la questionner là-dessus. Vous ne voyez pas trop. Hein. Non, mais vraiment, je vous dis ça franchement, c'est que je suis moi-même assez critique de l'union monétaire et des effets pervers qu'elle génère. Pour autant, et c'est certainement la différence, je pense que... Vous parlez de l'euro, hein. Oui, c'est ça. L'interaction entre pays européens est une bonne chose. Je ne suis pas sûr qu'on ait choisi la meilleure route en faisant une monnaie unique, pour dire les choses prudemment. Oui, bien sûr. Ah bon, vous me l'apprenez? Pourquoi? Bien sûr. Parce que ça a des effets pervers, notamment pour les pays du Sud, si vous voulez. Quand on parlait à l'instant de la situation de l'Italie, elle est dramatique. Elle est dramatique depuis l'union monétaire, parce que ce pays avait l'habitude de gérer ses contradictions sociales, ses problèmes de compétitivité avec le taux de change. Il a perdu cet instrument. Il aurait fallu en inventer d'autres. À l'allemande, la concertation, la cogestion, la discussion. Mais ça ne correspond pas à la tradition culturelle. Mais il fallait faire l'euro quand même ou pas? Parce que là, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Très précisément, c'est une erreur? Si c'était à voter aujourd'hui, je ne voterais pas pour l'euro. Ah bon? Non. Vous êtes eurosceptique? Non. Monnaie unique sceptique. Je suis européen, mais je pense que ce projet coûte cher quand même à bon nombre de pays, et je ne suis pas sûr qu'il se termine bien. C'est-à-dire, je pense qu'il mécaniquement, il nous porte à nous affronter les uns les autres, et ça n'aurait pas du tout compromis l'intégration européenne. Regardez les liens économiques entre la République tchèque, par exemple, qui n'est pas membre de l'euro, et l'Allemagne, ou la Pologne, qui n'est pas membre de l'euro, et tous les pays limitrophes. Il y a des flux commerciaux qui sont très importants. Ils font ça avec leur monnaie. Si vous voulez, on aurait les moyens aujourd'hui d'en sortir? Non, je pense que c'est là où c'est pour le coup un débat vraiment théorique, c'est-à-dire que les coûts de la sortie, et c'est souvent justement ça a été souvent l'occasion de confrontation avec Marine Le Pen, les coûts de la sortie seraient très élevés. Et donc il faut s'accommoder de cela. Le problème, c'est qu'on l'a fait, cet euro, sans lire le mode d'emploi sur la boîte. Et nous aussi, Français. Alors nous, on a compensé avec du déficit pour faire tourner la machine. Mais bon, ça, encore une fois, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. Et l'Europe du Sud, enfin l'Italie au premier chef, l'Espagne, il y avait un rattrapage qui s'est produit. L'Europe du Sud l'a payé par un déficit de croissance et d'emploi. On va avancer si vous voulez bien. François Lenglet, l'actualité, c'est évidemment aussi ce couvre-feu, je le disais, qui commence à minuit 01, très précisément dans 8 métropoles et dans toute l'Île-de-France. Et ce couac au sein du gouvernement au sujet du monde de la culture. Explication signée Maïté Frémont. Le rideau est finalement tombé à midi. L'acte final, c'est Jean Castex, le Premier ministre en personne, qui le livre. S'agissant du secteur de la culture, j'y reviens, impacté par ces dispositions, je suis sûr, je l'ai entendu d'ailleurs, que ce secteur va aussi s'adapter à ces règles du jeu. Mais encore une fois, il est clair, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Les 3 coups nous venaient de la ministre de la Culture. Ce matin, Roselyne Bachelot déclare dans les colonnes du Parisien « Les gens mettent 30 minutes ou même 1 heure pour entrer, le temps qu'il faut. C'est leur billet qui servirait de justificatif. » La ministre de la Culture plaide pour un assouplissement du couvre-feu pour les théâtres et les cinémas. Réplique aussitôt du ministre de l'Économie. Si nous voulons être efficaces dans la lutte contre la circulation du virus, il ne faut pas multiplier les dérogations. Et quand vous commencez à faire une dérogation ici, il faut faire une dérogation là. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous à une autre organisation de nos journées. Pendant l'entracte, on a demandé aux députés ce qu'ils en pensaient, eux. Moi, je serais un peu plus sur la ligne Bachelot. Je pense qu'on peut essayer quand même d'être un peu plus souple sur les horaires. Je suis plutôt Bachelot, et je trouve même que c'est trop timide. À minimum, moi je suis contre le couvre-feu, mais à minimum, on aurait pu au moins, par exemple, fixer 23 heures, le temps que les gens sortent des lieux où ils sont le soir de manière traditionnelle. Moi, je suis plutôt sur la ligne Le Maire, parce que le gouvernement ne peut pas dire, le président de la République ne peut pas parler à 2 jours pour dire la situation est extrêmement grave. Il faut prendre des mesures drastiques pour empêcher que les gens circulent le soir et que le lendemain, des ministres disent « Ah oui, mais pas moi, mais pourquoi les miens ?» Non. Bruno Le Maire et Roselyne Bachelot n'iront finalement pas au théâtre ensemble, du moins après 21h. Il faut dire qu'ils n'en avaient pas vraiment l'intention. Voilà, il n'y aura pas de dérogation pour les théâtres et les cinémas, même avec un ticket en sortant à 21h. C'est dommage. Ça ne m'étonne pas du tout. Je vais parler d'une façon un peu cynique, vous me le pardonnerez.
Mais le couvre-feu à 21h était fait justement pour que nous n'allions pas au cinéma et au théâtre. Mais quand on y va à 19h et qu'on sort à 21h, 21h10, c'est qu'il faut rentrer chez soi. C'est vrai que c'est extrêmement violent pour ce secteur. Le sujet central, c'est éviter l'engorgement des hôpitaux. Vous ne pouvez le faire qu'avec une seule méthode, réduire les interactions sociales. Ou vous le faites totalement, c'est ce qu'on a fait avec le confinement, il y a des coûts économiques qui sont très élevés, ou vous ne le faites que partiellement. Enfin, j'imagine que c'est le raisonnement qu'a choisi le gouvernement. C'est tragique pour les secteurs qui sont impactés. Il faut qu'on les aide massivement. C'est d'ailleurs ce qui est en route. Il y aura des mesures, des dispositifs d'aide supplémentaires. Je vois mal comment on peut avoir le résultat obtenu, qu'on souhaite, sans mettre en œuvre les moyens qui permettent d'y parvenir. Ouais, trop d'exceptions ne fait pas une règle. Merci, vous restez avec nous. On passe au bloc-notes. Bonsoir les amis, un bloc-notes ce soir avec Thomas Després. Vous allez le voir, il nous raconte tous les jours sa journée à l'Assemblée. Et on retrouve, comme tous les vendredis, Camille Saferis. Camille qui écoutait attentivement François Langlais, car il est comédien, souvent sur scène. Mais dans cette émission, il nous présente un peu autrement, différemment, vous allez le voir, un député en trinquant chaque semaine avec lui. On commence avec vous, Thomas. Thomas, vous nous racontez l'histoire d'un groupe parlementaire en voie de disparition. Oui, exactement. Le groupe d'Émilie Cariou qui était là tout à l'heure, EDS, Écologie, Démocratie et Solidarité. C'est le groupe lancé par d'anciens députés de La République En Marche, sensibilité écolo. Ils avaient fait grand bruit lors de la création du groupe au mois de mai dernier. Un groupe avec de fortes personnalités, Mathieu Orphelin, Aurélien Taché, Delphine Batteau ou encore Cédric Villani. C'est le bon moment maintenant pour créer un groupe parlementaire qui soit opérationnel quand arriveront les grandes options de la relance. Alors ça n'avait pas trop mal démarré pour eux. La semaine dernière, c'était un feu d'artifice de propositions. Ils défendaient leur niche parlementaire avec des sujets très médiatiques, le bien-être animal, le droit de vote à 16 ans, le congé paternité obligatoire, mais surtout, dans l'hémicycle, le prolongement de la durée légale de l'IVG. Il est difficile d'être réunis ce matin sans penser à ce jour de novembre 1974 où Simone Veil montait à cette même tribune pour défendre son projet de loi. Et alors ? Alors si tout va bien pour eux, c'est qu'il y a quand même un petit problème en interne. L'ambiance, elle n'est pas si bonne que ça. À l'origine, ils se disaient ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Mais au fil des mois, le groupe a glissé vers la gauche, ce qui n'a pas plu à certains membres du groupe. Elles sont 3 à l'avoir quitté en l'espace de 2 mois. Sabine Tillet, d'abord, partie rejoindre le Modem. Puis Martine Vrooner, chez Liberté et Territoire. Et ce matin, Jennifer de Tennerman. Aujourd'hui, la centriste que je suis ne se reconnaît plus dans le chemin pris par le groupe. Dorénavant étiquetée à gauche, la place qu'il occupe n'est pas celle qui était initialement prévue. Alors ce départ met en péril le groupe qui passe sous la barre des 15 membres nécessaires à son maintien. Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Vous êtes encore le coprésident de ce groupe. Comment avez-vous réagi ce matin à l'annonce du départ de Jennifer de Temmerman ? Jennifer de Temmerman nous avait annoncé son départ lundi dernier. Nous lui avions demandé de nous laisser un mois pour pouvoir recruter un ou une députée pour nous rejoindre, notamment pas mettre en danger les 7 emplois des collaborateurs et collaboratrices du groupe. Visiblement, Jennifer de Temmerman a choisi une autre voie qui est de nous mettre devant le fait accompli ce matin. Ce n'est pas le premier départ. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas tenu votre promesse initiale ? Je crois qu'on a tenu et on tient notre promesse initiale. Quelle était-elle ? C'est de porter haut l'écologie, la solidarité et la démocratie. Et ce qu'on voit depuis avant la création du groupe, c'est qu'il y a des manœuvres politiques et certains à la manœuvre pour éviter que l'écologie et la solidarité se structurent à l'Assemblée nationale, pour tenter que notre groupe n'existe pas, puis pour rendre sa vie difficile et aujourd'hui de tenter de le faire disparaître. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes ? Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour essayer de trouver un ou une députée pour nous rejoindre d'ici soir, ce qui permettra au groupe parlementaire de continuer à exister demain. Voilà Myriam, en fin d'après-midi, Mathieu Orphelin n'avait toujours pas trouvé de député à recruter officiellement. Alors s'il ne le fait pas, demain matin, son groupe disparaîtra. Mais il pourrait peut-être trouver refuge du côté du groupe socialiste. Olivier Faure, le patron du parti, les a invités. On verra ça avec vous. C'est vrai que ce groupe, qui est très récent, s'était fait beaucoup entendre cette semaine, la semaine dernière, parce qu'il y a eu été créé il y a 6 mois. Propositions de loi, notamment celle sur l'IVG. On va maintenant rejoindre Alex Taylor, derrière son écran, Alex, via Skype, qui nous parle d'une émission britannique, Alex, qui fait son grand retour 25 ans après. Émission iconoclaste, émission emblématique. Elle était même précurseur des Guignols de l'info. C'est bien ça, Alex ? Oui, bonsoir Myriam. En effet, Spitting Image. Spit, c'est cracher, donc le portrait craché.
Et c'était le cas de le dire, car dans les années 80, ces marionnettes étaient la hantise de la génération Thatcher. Au début, beaucoup de polémiques. On avait dû retirer du premier épisode, par exemple, la reine-mère dépeinte comme une buveuse de gin invétérée. Entre nous, ce n'était pas complètement à côté de la plaque. Thatcher fut, elle, transformée sans le moindre mal en dominatrix latex entourée de ministres qu'elle traita de légumes. Mais il faut savoir que la série a eu tellement de succès que les ministres ont fini par réclamer d'y être. Thatcher, par exemple, adorait son propre personnage. Et cette nouvelle mouture, alors est-ce qu'elle est aussi mordante ou pas? Oui et non. Vous le savez, nous vivons une époque beaucoup plus politically correcte, donc difficile de savoir par quel bout la prendre. Certes, ce n'est pas difficile de se moquer des hommes blancs de 50 ans. Johnson en prend pour son grade, par exemple. Et son ministre chargé des préparatifs en vue d'un no deal pour le Brexit, le très verbeux Michael Gove, a des testicules à la place des joues. La famille royale aussi. Charles et Camilla, par exemple, no problème. Mais déjà quelques soucis de plus avec Meghan, puis toutes sortes de sensibilités. Par exemple, il y avait une marionnette pour le chanteur, vous le connaissez, Ed Sheeran, sous forme de carotte, que l'on a dû remplacer au dernier moment par un navet pour ne pas offusquer les roues. Il faut savoir que les Américains ont décidé à la toute dernière minute de ne pas diffuser cette série, vu les multiples sensibilités de part et d'autre. Mais Myriam, il y a un problème peut-être plus grave encore pour Spitting Image. C'est qu'avec les Trump et autres Johnson, notre époque est tellement une caricature d'elle-même, il n'y a qu'à voir les événements cette semaine à la Maison-Blanche, par exemple. J'ai vu quelques sketchs avec Trump et très franchement, elle imite sa marionnette est nettement moins drôle que Donald himself. Difficile donc de cracher des portraits grotesques quand l'actualité nous renvoie tout à la figure puissance 100. Merci beaucoup, Alex. C'est vrai que je vois les marionnettes, je vois l'original. Vous n'avez pas tort. Merci, Alex. On va terminer avec vous, Camille. Je vous le disais, François Langlais, Camille Saferis, qui, chaque semaine, nous fait découvrir des députés. Il y en a 577, donc il a du travail. Il faut boire des coups. Voilà. En trinquant et en décontractant, voilà. Chacun d'eux. Vous avez rencontré qui cette semaine? Alors, cette semaine, je dois vous dire que j'ai bu un verre avec Fabien Di Filippo, député LR de Moselle, mais on a tourné il y a un petit moment au Café Bourbon, qui est juste en face de l'Assemblée. Je le dis parce que ce soir, on a une pensée pour lui, parce qu'il est, paraît-il... Il est à l'isolement. Il est à l'isolement parce qu'il est qu'à contact. Voilà, donc, il est qu'à contact, c'est ça? Voilà, d'accord. À l'isolement, c'est toujours une expression. Il est en quarantaine. Quoi. Voilà, il est en septaine. En quatorzaine, voilà. Donc on a tourné avant et on a bu un verre. Alors, Fabien Di Filippo, il est présenté comme le puncher de l'opposition, le trublion des Républicains. Vous voyez, c'est un battant, un perturbateur. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'énergie, il a la niaque, comme on dit. Et alors, vous allez voir, il ressemble un peu à Benoît Hamon, bien qu'il ne soit pas du tout du même bord. Aucun lien de parenté. Il est très sportif. Il fait du foot, du karaté, de la natation, du triathlon, du vélo. Et il participe en personne à des compétitions. Alors, il transpire, hein, il y va carrément, et ses électeurs apprécient beaucoup. On se donne à fond, oui, on se donne à fond. Et puis, vous savez, quand les gens vous voient tout violer, au bout de l'agonie, au bout de l'effort, eh bien, ils disent « Ah oui, c'est bien, le député souffre ». Et je pense qu'ils trouvent ça cool. Vous ne pouvez pas faire de sport à l'Assemblée, comment vous faites? Bien sûr qu'on peut faire du sport à l'Assemblée. Ah bon? Il y a la salle, alors que moi j'appelle la salle Benalla, parce qu'au moment de l'affaire Benalla, il avait dit « J'ai une carte à l'Assemblée pour pouvoir rentrer dans cette salle-là ». Alors moi, je ne l'y ai jamais vue. Donc, je peux en douter. C'est dans un sous-sol, une salle dans laquelle vous trouvez à peu près tout ce qu'il faut pour se faire mal. Des appareils de musculation, des tapis de course, et là vous écourtez le déjeuner et vous ressentez avec une dépense calorique, si vous êtes motivé, jusqu'à 1200, 1500 calories, donc il y a de quoi après rester à peu près, de continuer de rentrer dans les costumes surtout. Alors dans le passé, Fabien Di Filippo, il a été dans le commerce, il a travaillé dans la grande distribution chez Auchan, mais oui, et vous auriez pu tomber sur monsieur le député avec la blouse dans les rayons, avec le badge et tout, regardez. Ils m'ont mis pendant 6 mois sur le rayon autobrico. Autobrico? Oui. Alors, les huiles, les essuie-glaces, tout pour le bricolage. Vous touchez votre bille en bricolage maintenant? Oui, on va dire ça comme ça. En tout cas, quelle perceuse vous pourriez nous conseiller, par exemple? Oh là, aujourd'hui, oui. Je ne sais pas, vous savez, ça fait une dizaine d'années, les modèles ont dû bien changer, mais je crois notamment sur certaines marques allemandes, on continue de trouver des références qui sont indémodables et qui restent d'un rapport qualité-prix assez sûr. L'adrénaline du commerce est quelque chose qui ressemble à la politique. Le contact direct avec les gens,
dans le mécontentement parfois immédiat de choses dont on n'est pas forcément responsable. Mais je comprends pas comment ça marche, voilà. Exactement. Et donc ça, finalement, c'était une expérience que moi, personnellement, j'ai beaucoup appréciée. Alors Fabien De Filippo, il a 2 enfants, une fille de 20 mois et un fils de 4 ans, Maximilien, qui voit très souvent son papa à la télé. Évidemment, c'est son héros. Alors comment lui expliquer son métier de député, la politique, etc. Alors je lui explique que Monsieur Macron, c'est pas forcément le copain de papa au travail. Mais on essaye d'édulcorer les choses aussi parce qu'on peut pas être aussi... Et alors pour lui, ça devient une sorte de personnage de dessin animé un peu, non? Oui, parce que quand il voit papa à la télé ou quand il voit Monsieur Macron, et ben voilà, il va vous dire oui. C'est ça. Ou un tel qu'il ne va vraiment pas aimer, oui, il est capable de prendre la télécommande, de taper sur la télé. Ouais, il y avait un petit hiatus avec Édouard Philippe. Je crois qu'avec mon fils, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Bon. Et alors? Les chiens ne font pas des chats, paraît-il. Vous êtes incroyable. Je ne sais pas comment vous faites. À chaque fois, vous tirez un fil. On a l'impression que vous connaissez depuis toujours. Merci beaucoup, François Langlais. Vous découvrez Fabien De Filippo? Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais effectivement, vous l'avez... Les députés sont surprenants. Hein. Ah oui, non. Il faudra qu'il en fasse un livre. Ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Aussi. Merci d'être passé sur le plateau d'LCP. Quoi qu'il en coûte, point d'exclamation. Qui va vraiment payer? C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci les amis. On se retrouve mardi prochain, vendredi prochain. Très belle soirée à vous et surtout, très bon week-end. Profitez bien.